Merci Baptiste de m'avoir invité et merci à vous d'être venu m'écouter. Et donc voilà, je vais vous présenter pendant à peu près, je pense, 40 ou 45 minutes une version de ma soutenance un petit peu modifiée où voilà, je pourrais sans souci revenir sur des détails s'il y a des points précis qui vous intéressent, mais le but c'est un peu de vous présenter dans l'ensemble la manière dont j'ai travaillé et voilà. Donc le sujet de ma thèse, c'est ce qui est écrit ici, donc c'était l'étude du confort sonore dans l'habitacle des véhicules électriques et la possibilité de l'améliorer par ce qu'on a appelé l'acoustique augmentée. Donc je vais présenter un petit peu après ce que j'appelle exactement acoustique augmentée, mais grosso modo c'est du design sonore pour simplifier les choses. Et voilà. Donc en voyant ce sujet, il y a un peu différents éléments qui en ressortent. Le premier, c'est que je me suis attelé au sujet du confort. Et le confort, c'est une notion qui est assez haut niveau, qui est subjective et qui est assez complexe, et donc ça va poser certains soucis sur la manière de travailler dessus. Donc l'une des premières parties du travail, ça a été d'être capable de définir exactement ce qu'on appelait confort sonore. Donc là, voilà, il y a une définition que j'ai utilisée au cours de ma thèse, qui est issue un peu des travaux de littérature, notamment parce qu'il y a déjà des personnes qui s'étaient intéressées au sujet du confort sonore dans des espaces tels que l'architecture, ou simplement au confort, sans parler de confort sonore dans son ensemble. Le deuxième sujet important de cette thèse, évidemment, c'était le véhicule électrique, avec les problématiques qui sont apparues au cours des dernières années, notamment avec la popularisation du véhicule électrique, qui sont, voilà, est-ce que le véhicule électrique est vraiment un véhicule silencieux ? Il y a aussi la problématique du fait que c'est un nouvel objet, et encore une fois, que c'est un objet assez complexe, c'est-à-dire que peut y avoir une multitude d'utilisations de ce véhicule qui vont créer une multitude de sons différents et donc qui vont apporter pas mal de problématiques autour de ce sujet. Encore une fois, ici, je me suis inspiré de travaux qui existaient déjà, notamment sur le cas du véhicule électrique silencieux et la problématique que ça engendrait pour les piétons, sur lesquels voilà, il y avait notamment à l'IRCAM, un de mes encadrants de thèse, Nicolas Misdaris, qui avait travaillé dessus il y a plusieurs années. Et voilà. Le troisième sujet que j'ai évoqué rapidement, c'est la question de l'ajout de son pour améliorer le confort, et notamment les questions qui en découlent, c'est-à-dire le fait que ça peut ajouter du niveau sonore, le fait qu'on va devoir designer le son à un moment, donc c'est-à-dire créer un son particulier, et une question sous-jacente qui est un peu arrivée, qui s'est dessinée au cours de thèse, qui était la question de savoir si on pouvait détourner l'attention de certains défauts ou certains parasites qu'on pouvait entendre dans le véhicule électrique à partir d'un son ajouté. Donc ma thèse s'est décomposée en 3 chapitres distincts, un peu orientés autour de ces sujets que j'ai présentés juste avant. Et le premier chapitre que je vais vous présenter, c'est la question de la description du son et d'être capable de caractériser un environnement sonore complexe. Donc dans le cas du véhicule électrique, comme je disais, donc, qui est complexe et qui est assez nouveau. Donc pour ça, en fait, il y a une des particularités, ce que j'appelais ici la spécificité du son, c'est que le son, ici dans notre cas, il va être un peu partagé par plusieurs personnes. Va y avoir évidemment l'utilisateur qui va entendre le bruit que va faire son véhicule, l'ingénieur qui va travailler sur l'acoustique du véhicule en concevant le véhicule, et dans le cas de ma thèse où on s'intéressait à faire du design sonore, il y a aussi le compositeur ou le designer sonore qui va entrer en jeu. Donc en fait, si on veut améliorer l'ambiance sonore du véhicule électrique ou créer des sons particuliers, on va avoir besoin un peu de travailler avec ce triptyque-là, c'est-à-dire l'utilisateur va entendre certains sons, l'ingénieur va travailler sur les sons d'une certaine manière et le compositeur encore d'une autre manière. Donc la question, c'est de savoir un petit peu comment on va faire pour essayer d'unir ces trois aspects différents. Donc l'un des axes que j'ai choisi de garder dans ma thèse, c'est voilà, d'essayer de garder cet aspect humain au centre de l'étude et d'adopter une approche dite écologique de la perception sonore. Quand on dit écologique, ici c'est au sens un peu littéral du terme, c'est-à-dire considérer les sons en accord avec leur environnement. Donc étudier les sons pas comme des sons isolés, mais qui font sens avec ce qui existe autour. Donc si par exemple un bruit apparaît dans un certain contexte, c'est important aussi de savoir qu'est-ce que ce son signifie pour l'utilisateur, est-ce qu'il apparaît avec d'autres sons, et tout ça. Donc cette approche, en fait, elle est issue des travaux de Schaeffer dans les années 70, qui est vraiment l'un des pionniers un petit peu de l'étude de la pollution sonore, et qui s'est aussi intéressé au maintien, en quelque sorte, d'espaces sonores particuliers.
Donc en fait, cette approche-là, elle ne sort pas non plus de nulle part. C'est notamment des approches qui ont déjà été utilisées par des personnes qui s'intéressaient au confort sonore, notamment dans les trains. Et l'objectif, en fait, c'est en quelque sorte d'accéder à la représentation que les gens se font d'un son ou d'un espace sonore par la verbalisation. Donc vraiment d'utiliser l'outil le plus naturel de description qui sont les mots pour accéder à la manière dont les gens se représentent un son ou un environnement sonore. L'une des particularités aussi du son, voilà ce que j'appelais ici le pouvoir évocateur du son, c'est que, en parallèle avec ce que j'expliquais juste avant avec les paysages sonores, c'est que l'interprétation d'un événement sonore dépend du contexte. Par exemple, si je vous fais écouter ce son-là, bon, on ne l'entend pas. Bon, ça marche pas très bien. Ah, je pense que c'était mal branché. On va essayer. On va encore essayer. Hop. Bon, je sais pas si on peut augmenter. Là, je suis au max sur le PC. Bon, bref. Ok. Bon, il y aura d'autres sons un peu après, donc ça, dans la présentation, on verra comment on va faire. Mais voilà, donc l'idée, c'est qu'avec un exemple, avec le son que vous avez écouté, que vous avez entendu là, c'est assez difficile de réduire le son au signal seul. Si on écoute juste ce son en dehors du contexte, on a du mal à savoir si, par exemple, l'interprétation qu'on va faire de ce son-là, il va dépendre de si on est aux abords d'une piste de course, sur un parking de supermarché ou à côté ou un feu rouge dans le centre-ville. Donc ça, c'est un peu une illustration assez simple pour expliquer voilà, qu'on va avoir du mal à travailler sur le son en travaillant uniquement avec le signal temporel, j'ai envie de dire. Donc l'idée, en fait, c'est que pour bien appréhender l'environnement du véhicule électrique, on est passé par un travail d'interview, justement pour accéder à la verbalisation dont je parlais juste avant. Donc l'idée, c'est que l'un des premiers travaux que j'ai fait dans ma thèse, ça a été d'interviewer 12 acousticiens du véhicule électrique qui travaillaient chez Renault, puisque ma thèse a été financée par Renault. Et l'idée, c'est de guider des interviews donc par un intervieweur selon une méthodologie qui est déjà utilisée un petit peu dans la littérature. Et l'idée, c'était de favoriser comme ça la verbalisation autour de la description du son. Et pour comme ça construire un lexique ou avoir une idée de ce qui était habituellement entendu par les utilisateurs du véhicule électrique et la manière dont on en parlait. L'objectif, comme ça, c'est un peu d'accéder à ce qui est naturellement le plus retenu ou le plus central dans le cas du véhicule électrique et d'un point de vue, on va dire, autour de la mémoire, plus qu'autour de ce qu'on est capable d'enregistrer. Et donc pour ça, en fait, dans les manières de décrire le son, on va s'intéresser à différentes catégories. Donc là, je vais aller assez vite, parce que ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus ici. Mais l'idée, c'est de rechercher un petit peu dans la manière dont les gens parlent du son, différentes catégories de description. La première, c'est ce qu'on appelle la description causale. Donc ça consiste à décrire le son par rapport à l'événement qui en a son origine. Par exemple, si on parlait du son que je vous ai fait écouter juste avant, on aurait pu dire que c'était un crissement de pneus. Ici, ce type de description est particulièrement adapté lorsque tout le monde a une même base technique, a une même compréhension du phénomène à l'origine du son. On a tous ici déjà entendu des pneus crissés, donc si je vous parle d'un crissement de pneus, on n'a pas de problème à savoir ce que c'est. Si je venais à parler du son d'un événement ou d'une cause technique dont on n'a pas le même bagage, on aurait beaucoup de mal à discuter des sons avec ce type de description-là. La deuxième manière de décrire le son, c'est une approche un petit peu plus musicale en quelque sorte, on appelle ça la description réduite. Ça consiste à décrire le son par ses propriétés acoustiques. Donc par exemple, le son qu'on a écouté tout avant, on pourrait dire que c'était un son fort, bon, en l'occurrence c'était pas très fort, mais bref, assez aigu, strident, avec une attaque progressive. Ici on voit qu'on a des termes assez techniques, mais qui peuvent être très généraux. Donc je pourrais utiliser ces termes techniques à la fois pour parler d'un son de crissement de pneus, d'un son de hacheur haute tension dans un moteur, d'un son de n'importe quoi. En fait, on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement physique de l'objet pour deviner à peu près à quoi ressemble le son. Enfin, la troisième description, c'est une description contextuelle. Celle-ci, celle qui va nous intéresser lorsqu'on s'intéresse à une notion haut niveau comme le confort, c'est que cette fois-ci, on va décrire le son par son contexte ou son interprétation au lieu de décrire le son lui-même. Par exemple, là, pour le son qu'on a écouté, on pourrait dire le bruit du dérapage lorsqu'il a loupé son virage. Avec ce type de description-là, on a accès au contexte qui a créé le son, pas seulement la cause, mais aussi l'image que ça va renvoyer. Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut éviter ou quelque chose qu'on veut rechercher?
En l'occurrence, si quelqu'un loupe un virage, c'est pas terrible. Et voilà. Donc en fait, ces types de descriptions-là, on va s'en servir pour construire un lexique qui va être constitué de 3 éléments, une liste de termes, une définition et des extraits sonores. Bon, encore une fois, je vais peut-être aller un peu vite dessus sur la manière dont on a construit la liste de termes. Mais l'idée, c'est qu'à travers toutes les descriptions, toutes les interviews qu'on a menées avec les acousticiens, on va essayer de trouver les termes qui reviennent le plus souvent en comparant 2 méthodes. Donc une méthode statistique, on va simplement compter le nombre de fois qu'une racine apparaît dans l'ensemble des interviews, et une méthode dite sémantique, où cette fois-ci, on va plutôt compter un nombre de fois que des concepts apparaissent, où des concepts sont plutôt des groupes de mots liés ensemble. L'idée, c'est que comme ça, on va pouvoir, à travers toutes les interviews, avoir ce genre de données et voir, par exemple, que les termes qui ont été, que les noms de sons qui ont été le plus évoqués sont ceux-là, donc les principaux étant roulement, sirénement, sifflement, bourdonnement, harmonique, etc. Donc en fait, ce résultat-là nous permet d'avoir une représentation des sons du véhicule électrique qui sont les plus importants pour les experts sur la base de leur mémoire. Donc on n'est pas du tout parti d'enregistrement de sons, on n'est pas du tout parti d'analyse structurelle ou acoustique du véhicule, simplement d'interview, qui nous permet de dire que voilà, ces sons-là, sans parler de niveau sonore, a priori le roulement et le sirénement font partie des bruits les plus emblématiques qu'on entendra à l'intérieur du véhicule électrique. Là, pour la suite, on va s'intéresser par exemple au cas du sifflement. Et l'idée, c'est de voir comment on a construit ce lexique exactement. Une fois qu'on a identifié le nom de son, on a ensuite construit des définitions avec un groupe de travail qui était extérieur au monde automobile. Et donc ça, c'est la définition sur laquelle on est arrivé, par exemple, du sifflement aéroacoustique qui peut apparaître dans les véhicules électriques. Et l'idée, c'est qu'en fait, Et l'idée, c'est qu'en fait, cette définition, elle est orientée autour des 3 modes de description que j'ai présentés juste avant. Donc, soit une description réduite en rouge, on va décrire un peu des propriétés du son, soit une description causale, on va décrire un peu l'origine technique du son en bleu, soit une description un peu contextuelle ou hédonique, c'est-à-dire on va décrire un peu le jugement qu'il est habituellement fait de ce genre de son-là. L'idée, en fait, c'est qu'en faisant ça pour chacun des termes qui est revenu le plus souvent dans la description du véhicule électrique, c'est de pouvoir donner comme ça un lexique un peu clé en main pour avoir une base, en fait, en quelque sorte, de communication autour du son du véhicule électrique et autour du jugement et du contexte qui en découle. Et après, avec cette définition-là, on l'agrémente aussi d'extraits audio qui permettent vraiment, en plus de définition, de s'approprier ce que c'est que les sons qui sont cités. Par exemple, le sifflement aérodynamique, bon, je pense que vous aviez déjà à peu près une idée de à quoi ça ressemble, mais l'idée, c'est que dans le lexique, on va aussi fournir des extraits sonores. Donc là, ce sera un extrait sonore contextualisé, c'est-à-dire on va entendre le sifflement tel qu'on peut vraiment l'entendre dans la vraie vie, donc avec des bruits parasites. Alors évidemment, c'est extrêmement bas en niveau. Il me semble qu'on peut augmenter un peu le son sur la tablette là-bas. Mais bon, en gros, là, ce qu'on peut entendre, c'est ce qu'on peut entendre ici, c'est un bruit de sifflement avec du bruit parasite aux alentours, quoi. Donc, c'est-à-dire le bruit de la route, les choses comme ça, tel que l'utilisateur pourrait vraiment l'entendre. En fait, j'ai pas trop de télécommande, on n'a pas trouvé de télécommande qui marchait. Ouais, mais je sais même pas si ça marche. Et ok. Bah là c'est à fond là. Non mais du coup là t'es sur le... Ouais mais genre à fond mais sans... Bah tout à l'heure je l'ai enlevé, c'était moins que ça. Et t'étais à fond aussi? Ouais. Ah ok. C'était... bon sinon je vais les décrire à l'oral. Et bon... Ah, c'est pas mal. Attends, Reste à fond là. Vas-y. Non. Moi je l'entends là. ouais mais... Non bah c'est à fond. Ok. Bon bah tant pis, on va peut-être pas trop... Oh là. Vas-y, fais gaffe, on va avoir mal. Ah c'est un peu mieux. On va refaire les slides alors. Ok, c'est mieux.
Voilà, donc là on a un son de sifflement aéro en contexte, tel que l'utilisateur pourrait vraiment l'entendre dans la voiture. On donne un deuxième extrait, cette fois-ci décontextualisé, c'est-à-dire qu'on va isoler le son du sifflement qui nous intéresse, quitte à ce que ce soit irréaliste ou impossible dans la vraie vie. Donc là, on a juste le sifflement qui a été isolé numériquement. Ensuite, on va en proposer une version synthétisée, on va dire légèrement caricaturale pour vraiment le rendre évident. Et le quatrième type d'extrait sonore qu'on va fournir, c'est des extraits dits similaires, donc qui sont indépendants, qui sont extérieurs au monde automobile, mais qui ressemblent énormément au son qui nous intéresse ici. Voilà, en l'occurrence le sifflement d'une bouilloire. L'idée ici, c'était d'illustrer ce travail un peu de définition de lexique avec un son qui est assez simple, qui est le sifflement aéro. L'idée, c'est que ce travail a été fourni pour l'ensemble des sons que vous voyez sur la gauche et a été mis en ligne et qui est librement accessible sur la plateforme Speak qui est hébergée par l'IRCAM. Et donc, le but, en fait, à terme de ce type de lexique, c'est en effet d'être accessible au plus grand nombre pour vraiment donner une base d'échange et de communication pour des populations qui travailleraient sur le même environnement sonore sans nécessairement avoir le même bagage acoustique ou technique. Donc ça, c'est la première partie de ma thèse qui permettait, voilà, en quelque sorte, de répondre à la question de comment caractériser un environnement sonore et les attentes des utilisateurs de l'habitacle du véhicule électrique, notamment pour s'atteler à la question du confort, qui est une notion, comme je l'ai dit, assez contextuelle et assez haut niveau. Voilà, donc là, je récapitule un peu ce que j'ai dit. Et voilà. Deuxième partie maintenant de la thèse, ça va être, ok, maintenant qu'on est capable un petit peu de préciser un petit peu plus l'environnement sur lequel on va travailler, et surtout de le préciser avec cette notion de contexte, d'attente, tout ça, comment on va faire pour créer des sons qui vont améliorer le confort sonore. Donc l'idée, cette fois-ci, là, c'est d'arriver à notre concept un peu d'acoustique augmentée. Et l'idée, en fait, de l'acoustique augmentée, c'est simplement de transcrire à l'audio les technologies qui existent déjà en réalité augmentée. Dans le sens où, en fait, on va superposer à un environnement qui existe déjà des éléments ajoutés numériquement et qui vont se superposer en temps réel. Donc l'idée, voilà, de la définition, pareil encore une fois, j'avais proposé une définition un peu formelle de cette acoustique augmentée, on n'a pas forcément besoin de s'arrêter dessus, mais l'idée c'est d'utiliser la discipline du design sonore pour créer des sons qui vont s'ajouter à l'environnement précis. Donc imaginons que cette fois-ci, on revienne sur un cas, une scène un peu classique de l'utilisation du véhicule électrique, où il y aurait différents sons qui viendraient exister. Par exemple, il y aura un son de ventilation qu'on est capable de définir, qu'on est capable d'écouter et sur lequel on sait qu'il y a certaines attentes ou certains jugements. Voilà, son de ventilation assez classique, auquel va s'ajouter le fameux sifflement aéro que je vous ai présenté juste avant, qui est plutôt considéré comme un défaut. L'idée, c'est de se dire, imaginons que quelqu'un soit dans une voiture avec ces sons-là, le sifflement aéro est plutôt négatif, et donc ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de proposer des stratégies d'amélioration de l'ambiance sonore en rajoutant une couche sonore. Et donc pour ça, dans ma thèse, je me suis intéressé particulièrement à 3 typologies de masquage que je vais vous présenter. La première qui s'appelle du masquage énergétique et qui est inspirée en fait de ce qui existe déjà dans la littérature sous le même terme masquage énergétique, qui consiste assez simplement en fait à rajouter plus de niveaux sonores dans la même bande de fréquence que le défaut qui nous intéresse. Donc là, schématiquement, j'ai représenté un peu à quoi ça ressemblerait sur un spectre. On aurait le bruit de fond de ventilation en bleu qui est plutôt accepté, en rouge le sifflement qui est perçu comme un défaut, et en vert, on va ajouter une couche sonore qui va venir masquer le défaut. Là, on va pouvoir écouter les deux cas. Le premier cas qu'on va écouter, c'est dans le cas où il n'y a pas de masque, et le deuxième cas, c'est dans le cas où il y a un masque, donc il va venir masquer le défaut. Donc là, il va falloir écouter un peu finement. Voilà, donc là, on entend le sifflement assez nettement. On va essayer de les réécouter. Là, on a augmenté le niveau sonore qui a masqué effectivement le sifflement sonore. Et là, donc c'est quand il n'y a pas de masque. On entend le niveau, on entend le sifflement, mais le niveau est légèrement plus bas. Donc ça, c'est la première stratégie de masquage qui va être explorée. La deuxième typologie de masquage qui va être explorée, c'est une typologie qu'on a appelée habillage. Cette fois-ci, l'idée, c'est pas tellement de venir
effacer le sifflement, mais plutôt de venir l'habiller, de lui rajouter des harmoniques, en quelque sorte, pour venir le rendre plus agréable. Cette logique de masquage, en fait, c'est quelque chose qui existait déjà dans le monde automobile. Notamment, c'est quelque chose qui était assez répandu, ou qui est toujours un petit peu assez répandu avec les moteurs thermiques. Lorsqu'on a un moteur thermique, on va dire de petite taille, par exemple un moteur 3 cylindres sur des petites voitures citadines, des fois il y a des constructeurs qui s'amusent à rajouter des harmoniques avec le système son de la voiture pour lui donner une sonorité plus sportive. Et donc ça, c'est ce qu'ils appelaient déjà habillage et qui ressemble. Et l'idée, ce serait peut-être d'étendre cette stratégie à un son de défaut. Encore une fois, on va pouvoir comparer les deux. Voilà, là, on entend assez nettement un son harmonique, un peu basse fréquence qui a été rajouté en dessous du sifflement pour essayer de venir l'habiller, en comparaison avec le cas où il n'y a rien du tout. On peut entendre la différence. Là, comment ? Ouais. Ah, pardon. Échec. Voilà, ici, on entend encore le sifflement. Cette fois-ci, il n'y a pas de masquage au sens énergétique du terme, c'est-à-dire qu'on est toujours capable d'isoler le sifflement. L'idée, c'est de venir l'inclure dans un son un petit peu plus large. Enfin, la troisième stratégie de masquage qui a été explorée que dans ma thèse, cette fois-ci, c'est un masquage de détournement d'attention, où l'idée, c'est de venir avoir un son tiers qui est plus dynamique, plus aigu, un petit peu plus saillant en quelque sorte, autour du défaut, en se disant que ce son-là pourrait attirer l'attention sur lui plutôt que sur le sifflement. Voilà, donc en l'occurrence, cette fois-ci, le son qui a été ajouté, il n'a pas du tout vocation à se fondre dans la masse ou dans le bruit de fond, il a vraiment vocation à être perçu comme un son à part entière, vraiment créé par un designer, donc qui est là pour faire joli en quelque sorte, mais qui en plus détourne l'attention d'un son de défaut qui serait là depuis le début malgré tout. Donc ça, c'est les trois typologies, les trois stratégies de masquage sonore qu'on a conçues, qui ont vocation à améliorer le confort dans une ambiance sonore particulière. Évidemment, la question qui arrive assez naturellement maintenant, c'est est-ce que ça marche et comment on fait pour savoir si ça marche ? Donc c'est là où on va vraiment s'intéresser à l'évaluation de l'effet du son et se poser la question de savoir comment on peut évaluer ça avec des participants. Et là, comme vous en doutez sûrement, on va vraiment s'intéresser à faire des tests perceptifs. Donc là, le choix qui a été fait ici en premier lieu, c'était, au lieu d'évaluer directement le confort, poser la question directement aux participants, est-ce que la situation est plus confortable ou moins confortable ? Ce qui me semblait délicat, étant donné qu'on a vu que le confort était une notion très contextuelle et assez complexe, en fait, on a choisi en quelque sorte de projeter le confort sur deux composantes issues des définitions qu'on a vues juste avant. Comme on s'intéressait ici à une scène avec seulement un son de ventilation et de sifflement, on a vu dans les définitions et les attentes qui étaient usuellement formulées autour de ces sons-là que les composantes les plus intéressantes, ce serait la détectabilité d'un son d'un défaut, donc la détectabilité du sifflement, et l'agréabilité globale de la scène. Donc en fait, on va évaluer ces deux dimensions-là avec un groupe de participants. Donc pour ça, j'ai créé deux expériences jumelles, donc qui vont exactement tester les mêmes stimuli, mais avec des groupes de participants différents, une qui évaluera la détectabilité, l'autre l'agréabilité. Ces tests-là viseront à répondre un peu à deux hypothèses. La première, c'est que les trois typologies que j'ai présentées sont différentes. Est-ce que j'ai bien eu raison de présenter ces typologies-là ou pas ? Et la deuxième, c'est de savoir si on peut effectivement améliorer l'agréabilité d'une scène en masquant le sifflement. Donc pour ça, on a conçu un schéma expérimental sur lequel, je vais peut-être un peu le passer vite, mais l'idée, c'est qu'en fait, évidemment, on va tester déjà les trois typologies que j'ai présentées. Pour chacune de ces typologies, on aura composé deux masques qui auront été composés. Chacun de ces masques ensuite est décliné selon différents niveaux de brillance qui vont en quelque sorte affecter légèrement le timbre des sons qui ont été composés. Ensuite, on a un facteur niveau aussi, où ces masques-là seront évalués à différents niveaux, moyen, faible et, disons, juste perceptible, moyen et on va dire relativement fort. Et ensuite, dans différentes conditions expérimentales, où soit on aura un défaut,
soit on n'aura pas de défaut, c'est-à-dire pas de sifflement, soit on aura un sifflement, soit on aura un sifflement très fort. L'idée ici de tous ces paramètres, c'est de voir qu'en fait on arrive rapidement avec un fort nombre de combinaisons à tester si on veut s'intéresser à tout ça. En l'occurrence, on a 162. Si on ajoute à ça les deux scènes de référence, c'est-à-dire sur lesquelles on a 0 son ajouté et on va dire on a seulement le bruit de ventilation et le bruit de sifflement, on a un total de 164 sons à tester. Donc pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a convié 50 participants qui ont été répartis dans les deux expériences. L'idée, c'était d'avoir une expérience qui dure à peu près 30 minutes. En pratique, ça a duré plutôt 20 minutes, mais l'idée, c'était de cibler quelque chose de relativement court pour éviter que les participants ne fatiguent trop et répondent trop au hasard à la fin. Et en premier lieu, ce qu'on voulait faire, c'était déjà une expérience simplement au casque, donc c'est-à-dire voilà, en labo, en fait, assez peu contextuel, quoi, malheureusement. Et voilà. La question qui arrive maintenant, c'est de savoir quel paradigme d'évaluation on va choisir. Comment on va faire pour évaluer l'intégralité de ces stimuli. Donc la première réponse qu'on aurait pu choisir, c'est de faire ce qui s'appelle un direct scaling. L'idée, c'est qu'en fait, on présenterait les sons un à un à chaque participant et on demande à chaque participant de fournir une note. Par exemple ici, pour évaluer l'agréabilité, on lui fait écouter le son numéro 1 et on lui dit « Ok, est-ce que vous pouvez évaluer le son numéro 1 comme agréable, pas agréable sur l'axe qui est présenté ici ?» On fait ça pour les N sons qu'on veut évaluer. Les cas participants font ça et on a une matrice de la sorte de valeurs. Et ensuite, on peut en déduire une valeur finale pour chaque son en faisant la moyenne sur l'ensemble des participants. Donc ça, c'est le paradigme le plus classique, le plus commun et qui aurait parfaitement pu être utilisé ici. Le problème avec ce type de paradigme, c'est qu'on a une limite qui arrive assez vite, qui est le fait que, en faisant ça, en fait, on demande en quelque sorte aux personnes d'évaluer de manière absolue les sons. Et par exemple, pour illustrer un peu la limite que ça peut avoir, c'est imaginons qu'on demande à des personnes d'évaluer la hauteur d'un son et qu'on s'intéresse à ces deux sons-là. Écoutons le premier. Alors là, pour le coup, c'est fort. Par exemple, là, si on écoute, il y a une très très faible différence de hauteur. Lorsqu'on les écoute les uns après les autres, normalement, on arrive à l'entendre. Bon, on est peut-être, ici, on va dire, on n'est pas loin du seuil de détection, donc c'est un petit peu délicat à entendre, mais si on passe 2 minutes en jouant l'un après l'autre, on va l'entendre. Et là, si je vous avais demandé dès le début, en écoutant le premier son, de me donner une approximation de la fréquence, et ensuite, 5 minutes après ou 10 minutes après avoir écouté 80 sons, je vous demandais une estimation de la fréquence du deuxième, il y aurait eu un écart type énorme, et peut-être qu'en faisant le test sur 150 personnes en moyenne, on aurait trouvé des valeurs différentes, mais voilà, en faisant une évaluation absolue, on a beaucoup de mal à repérer cette différence-là. Une solution qui peut exister alors, c'est, au lieu d'évaluer en absolu un son, on vient les évaluer par paire. En faisant ça, on demande vraiment à la personne, en écoutant deux sons, de choisir le son qui lui semble le plus agréable, ou alors le plus haut en fréquence, ou ce qu'on veut. Et l'idée, c'est qu'en faisant ce type de comparaison, on va être beaucoup plus sensible à des différences perceptibles, mais très très faibles. En faisant ça, voilà, on va avoir comme ça, comme résultat, pour chaque participant, une matrice triangulaire, voilà, où on est capable où il a donné sa réponse sur la comparaison, par exemple, entre le son 1 et le son 2, le son N et le son 1, et ainsi de suite. Le problème de ce type de méthodologie, c'est qu'on se retrouve rapidement avec un grand nombre de combinaisons évaluées. Voilà, donc la formule, c'est que voilà, pour n stimuli, on en a nn-1 sur 2. Autrement dit, si on a 100 stimuli à évaluer, il faut que chaque participant fasse 100 fois 99 divisé par 2, donc ça fait 99 fois 50, ça fait beaucoup, quoi. Ça fait presque 500. Et donc en gros, ça veut dire que chaque participant devrait évaluer 500 paires, ce qui serait énorme, et un petit peu long pour lui. Donc ici, en fait, il y a un petit bug d'affichage. Bien. C'est pas très grave. Et en fait, ici, moi, la méthodologie, le paradigme que j'ai utilisé, c'est un paradigme qui s'appelle Best Worst Scaling. Et l'idée, en fait, c'est de faire un peu un compromis entre les deux paradigmes que je vous ai présentés juste avant. L'idée, c'est qu'en fait, on va comparer les sons par groupe de 4. Et dans un groupe de 4, on va demander aux participants uniquement de choisir le meilleur et le pire. Cette méthodologie, en fait, elle a l'intérêt que le jugement qui a été formulé a été fait de manière relative. Donc, si je reprends l'exemple des sons de hauteur différentes
qu'on écoute, vu qu'on écoute 4 sons, parmi les 4 sons, on serait capable d'entendre une différence très faible de hauteur, et on va faire ça pour l'ensemble des sons du corpus à évaluer. L'idée, voilà, c'est que ce type de paradigme, voilà, permet une évaluation comparative un petit peu plus simple, et elle est en plus un petit peu plus facile à faire pour les participants, parce que voilà, ça a été, il y a des gens qui ont déjà travaillé dessus, les participants trouvent que c'est un petit peu plus agréable. L'idée de ce type de paradigme, c'est que de chaque groupe d'évaluation, on va avoir un certain nombre d'inégalités qui sont déduites. Voilà, par exemple, pour le premier bloc, le son 1 a été élu comme le plus agréable ou le meilleur. On en déduit donc qu'il est meilleur que le son 2, mais aussi que le son 3 et le son 4. Pourquoi c'est intéressant tout ça? C'est qu'une fois que, bon, il y a encore un petit bug d'affichage, mais c'est pas très grave, c'est qu'une fois que les participants que chaque participant a rempli l'intégralité des jugements, on va avoir un nombre d'inégalités comme ça sur lequel on va pouvoir déduire un score. L'idée en fait de ces fonctions de scoring, c'est qu'en prenant ces inégalités-là, on va pouvoir calculer un score final qui est un peu inspiré des algorithmes de scoring, par exemple du Elo aux échecs. Comment ça marche? L'idée c'est que si le son 1 est meilleur que le son 2, on peut dire en quelque sorte que le son 1 a gagné un match contre le son 2. Donc en fait, son Elo, en quelque sorte, il va s'améliorer par rapport au Elo du son numéro 2. Donc là, bon, je fais une analogie avec les échecs, c'est pas forcément hyper clair, mais l'idée c'est qu'on va pouvoir, à partir de l'ensemble des inégalités déduites par les jugements des participants, déduire une valeur numérique de score qu'ont chacun des sons à la fin. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça pour le moment, mais l'idée, c'est qu'en fait, en faisant ça, ça nous permet d'avoir les deux avantages des méthodes qui ont été présentées avant, c'est-à-dire qu'on a une évaluation comparative des stimuli et on en déduit une valeur numérique qui est représentative de la manière dont il a été jugé. Donc concrètement, à quoi ça nous a amené tout ça? L'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ces expériences avec les participants sur les deux dimensions qui nous intéressaient, à savoir la détectabilité et l'agrément, on a maintenant regroupé ces résultats-là, et ce qui nous intéresse ici, c'est de voir que les différentes typologies qu'on a évaluées ont obtenu des scores différents. Par exemple ici, en vert, c'est la stratégie attentionnelle, c'était là où on rajoutait un son qui était censé détourner l'attention, et on voit que sur la dimension détectabilité et la dimension agréabilité, les sons ont eu des valeurs différentes les uns des autres. Ce que montre exactement cette figure, c'est plutôt que les masques au sein d'une même typologie ont eu les mêmes résultats. Donc, c'est-à-dire deux sons qui ont été composés dans la stratégie attentionnelle ont eu des résultats similaires au sein d'une même stratégie. Ce que j'étais en train de dire, voilà, c'est plutôt ici. Lorsqu'on les regroupe ensuite par stratégie, là, les stratégies ont eu des scores significativement différents en fonction des deux dimensions qui sont évaluées. En revanche, ce qu'on peut voir ici, c'est que toutes les stratégies ne sont pas aussi efficaces les unes que les autres. Par exemple, on voit que si on veut faire diminuer la détectabilité du sifflement, la stratégie énergétique marche nettement mieux que les deux autres. Et de la même manière, sur la question du jugement d'agrément, c'est encore une fois la stratégie énergétique qui semble être la meilleure. Donc, malgré cela, ce que nous montrent alors ces premiers résultats, c'est que les trois typologies que j'ai présentées au début comme différentes sont en effet correctement différenciées par les participants et on obtient des résultats différents entre les typologies, mais similaires au sein des typologies. La deuxième hypothèse qui nous intéressait, c'était de savoir si on pouvait effectivement améliorer l'agréabilité d'une scène en masquant le sifflement. En revanche, ce résultat est moins net, et d'ailleurs il est moins vrai, puisque lorsqu'on trace la corrélation entre le score d'agréabilité donné pour chaque scène versus la détectabilité, on observe bien une corrélation positive, en l'occurrence elle est négative sur la figure, mais une corrélation qui va dans ce sens-là, c'est-à-dire que plus la détectabilité est faible,
plus l'agréabilité est élevée, mais cette corrélation est extrêmement faible et en fait, elle n'est pas du tout aussi importante que d'autres facteurs expérimentaux qui ont été testés. Notamment, l'une des particularités, on va dire des incohérences en quelque sorte qu'on a avec cette expérience-là, c'est que les sons qui n'ont pas été augmentés, donc c'est-à-dire les sons sur lesquels on n'a pas ajouté de masques designés, en fait, leurs deux scores d'agréabilité sont extrêmement similaires, malgré le fait qu'il y en ait un où il y a un défaut et l'autre où il n'y a pas de défaut. Donc ici, en fait, on arrive plutôt à une affirmation de notre deuxième hypothèse, qui est que, a priori, on n'a pas réussi en fait, à améliorer l'agréabilité d'une scène en rajoutant un masque sonore designé. Donc ça nous amène un peu à la fin de notre chapitre, qui était aussi la fin de ma thèse, et qui arrive voilà, sur ces deux constats, qui est que les typologies, on a bien réussi à identifier des typologies de masquage sonore qui ont un effet différent sur la perception du participant, mais on n'a pas été capable d'améliorer l'agréabilité d'une scène précise. Donc pour conclure, cette thèse-là, en fait, elle proposait un peu différents éléments qui étaient l'élaboration d'un lexique pour permettre de prendre en main un environnement sonore nouveau en incluant des éléments contextuels, proposer des typologies et des stratégies de masquage sonore et proposer aussi une méthode d'évaluation pour évaluer voilà, des grands corpus de sons par des participants. En revanche, il restait potentiellement des choses à poursuivre si j'avais eu plus de temps dans ma thèse, notamment qui aurait été de faire évoluer le protocole avec la question d'être capable de faire une évaluation, de faire une expérience in situ. L'idée, ça aurait été de proposer une évaluation beaucoup plus contextuelle qui permettrait notamment de comparer les résultats qui ont été obtenus ici, que je viens de vous présenter, qui ont été obtenus au casque dans une cabine d'écoute, donc c'est-à-dire simplement à quelqu'un qui écoute le son sortant d'un PC, avec une situation réelle où quelqu'un aurait pu être mis dans une voiture en lui présentant les mêmes sons qui ont été évalués pour voir si l'évaluation qui est faite au casque dans une cabine serait la même que celle d'une personne conduisant effectivement la voiture. Donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas pu être fait, mais qui me semblerait assez intéressant d'explorer, sur laquelle j'avais commencé à réfléchir, mais qui n'a pas vraiment abouti. Et notamment, voilà, il y a plusieurs problématiques qui arrivent assez vite, à mon avis, qui est de savoir notamment la fatigue induite la fatigue qui pourrait être induite chez un conducteur par l'ajout d'un son pendant une longue durée, la question du fait que le jugement de l'utilisateur pourrait varier fortement s'il réalise que le son est artificiel, et voilà, ensuite de faire cette comparaison in situ versus in labo sur par exemple les catégorisations qui avaient été faites juste avant. La deuxième chose qui pourrait être la deuxième perspective qui sort un peu de ce travail-là, c'est aussi de faire évoluer le principe d'acoustique augmentée qui ont été présentés. Notamment, ce qui pourrait être aussi intéressant, c'est de tester des nouvelles concepts ou des nouvelles typologies de masquage sonore, autres que les trois qui ont été présentés, parce qu'a priori, rien ne prouve que c'est exhaustif. Et il y a aussi cette idée que cette notion un petit peu de confort pourrait aussi s'étendre en dehors du véhicule électrique, notamment voilà, dans l'habitat ou dans d'autres types de transports, comme des transports en commun. Et voilà. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ouais. Alors, j'espère que j'ai bien tout suivi. Dans l'étude que vous avez présentée, à chaque fois, il y avait un défaut sonore. Ouais. Et vous testez des techniques de masquage. Ouais. Dans tous les essais de l'expérience qui a été réalisée, à la fois, c'était un seul défaut combiné ou non avec une technique de masquage. Ouais. Et vous avez réussi à montrer qu'une technique est plus efficace qu'une autre. C'est quoi ça? Faut qu'on t'entende dans la vidéo. Ah, ok. Et ma question c'est que en situation écologique, il y a rarement un seul défaut sonore.
Et du coup, sur la fin, est-ce que vous envisagez en fait de tester si la technique de masquage que vous avez mis en évidence comme étant bénéfique pour un défaut sonore, est-ce qu'elle reste encore bénéfique quand il faut cacher 2 défauts sonores, 3 défauts sonores, puisque du coup, ça amène à cumuler en fait des masques successifs. Et vous en parlez pas à la fin là, ou est-ce que c'est carrément à côté de la plaque? Non, non, c'est pas du tout à côté de la plaque. Pourquoi on s'est concentré sur un défaut? Parce que ça semble plus crédible qu'un seul défaut. On cerne mieux le phénomène, ça c'est sûr. Ouais. Mais du coup, la question de défauts cumulés, c'est pas envisagé en fait. Bah, je l'ai pas envisagé. Je pense que ça ferait sens de l'envisager. C'est surtout que dans le cadre où nous on s'est placé, en fait, on s'imaginait plutôt si la voiture a un défaut qui est déjà connu. Par exemple, voilà, les voitures électriques, on sait que le moteur électrique va avoir un sirénement qui va apparaître sur telle plage de fréquence. Et en fait, on va plutôt travailler sur un défaut en particulier. Ouais, et en gros, s'il y a plusieurs défauts, bah, c'est-à-dire que oui, il y aurait plusieurs masques qui seraient superposés. Oui, et du coup, le jugement d'agréabilité, est-ce que ça ne va pas être modifié Je pense par que le nombre de masques si, complètement. Parce qu'en en fait, on ferait nécessairement augmenter le niveau sonore. Ouais. C'est vrai qu'on ne l'avait pas imaginé, parce que j'avais pas tellement imaginé ça, parce que déjà, c'était pas sûr que ça marchait pour un défaut. Oui. Notamment cette idée, en fait, ce qu'on voit un petit peu ici avec ce graphique-là, c'est qu'en fait, par rapport à la situation de référence, l'agréabilité n'est pas augmentée. On n'arrive pas à faire mieux que la situation de base et on arrive seulement à identifier des typologies qui marchent bien les unes, enfin qui sont traitées différemment les unes des autres, mais on n'arrive pas à objectivement augmenter l'agréabilité d'une scène avec un défaut. Donc, considérer plusieurs défauts, ça me semble encore un peu tôt dans le processus, mais complètement, ce serait une question. D'autant plus que, selon la stratégie qu'on a choisie, par exemple, il y avait certaines stratégies qui étaient un petit peu plus mélodiques ou harmoniques que d'autres. S'il y a différents masques qui se superposent, il y aura aussi la question de est-ce que les 2 masques sont bien harmoniques les uns par rapport aux autres. Donc là, c'est plus des questions de création et de design, mais complètement, ce serait à prendre en compte. Mais je pense que c'est encore un petit peu tôt dans ce sujet-là. Oui, en tous les cas, c'était très intéressant. Merci. Merci. Moi, j'ai une question aussi. Parce que les casques qui retirent le bruit, ils enregistrent le bruit extérieur, ensuite ils le renvoient en opposition de phase. Ouais. Est-ce que c'est plus simple de faire du masquage ou de faire de l'annihilation de son? Alors, l'annihilation de son, ça marche bien que dans les basses fréquences. Et en fait, plus on monte haut en fréquence, plus c'est dur de faire de l'annulation de son parce que, en gros, il faut que tu arrives à annuler les phases sur les 2 oreilles. Donc, si tu as des sons très basse fréquence, je ne sais pas quelle est la limite, mais dans la voiture, c'est des choses qui existent pour les sons très basse fréquence avec les systèmes de haut-parleurs, pas avec des casques. Pourquoi? Parce que quand tu as des sons très basse fréquence, ta longueur d'onde elle va être, mettons, 30 cm ou 50 cm, et donc tu peux en quelque sorte annuler la phase sur les 2 oreilles assez facilement, et donc tu vas vraiment supprimer le son. Si tu as des sons très haute fréquence qui commencent à avoir des longueurs d'onde de 3-4 cm, bah dans ce cas-là, il faut que tu arrives à annuler la phase dans les 2 oreilles qui sera a priori pas la même, et dès que le conducteur bouge, tu vas avoir des problèmes. Donc ces problèmes d'annulation de son dans les voitures, c'est des choses qui existent déjà, ça marche très bien dans les basses ou très basses fréquences. Dès qu'on arrive dans les moyennes ou hautes fréquences, ça devient compliqué, et en particulier dans le véhicule électrique, le son un peu ciblé, pas directement dans la thèse, mais un petit peu dans l'imaginaire, dans pas mal d'acousticiens, c'est le son de sirénement des moteurs électriques. Donc le fameux, le son un petit peu aigu de trottinette électrique, j'ai envie de dire, le petit sifflement ou sirénement. On pourrait voir un peu à quoi ça ressemble. Et ce son-là, il est haute fréquence, et du coup, l'annulation de bruit serait très compliquée à opérer. Et en fait, ces stratégies-là, elles se prêtent a priori plutôt pour les sons moyennes ou haute fréquence, pour lesquels l'annulation de bruit ne marche pas trop avec des enceintes. Au casque, ce serait une question différente, mais on ne peut pas conduire avec un casque. Donc, c'est ça, avec voilà. Un casque, c'est beaucoup plus facile, parce que c'est direct, il n'y a pas de cheminement, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, avec le casque, tu n'as pas ces problèmes de déphasage parce que tu as vraiment les enceintes qui sont juste à côté, donc tu as moins ce problème-là. Je sais qu'il y a des constructeurs qui travaillent un peu sur mettre des enceintes dans les appuis-têtes ou des choses comme ça, mais dans ce cas-là, c'est une solution qui devient très coûteuse et assez premium.
Donc c'est pas tout à fait le même truc, mais ces stratégies-là, en fait, elles s'adresseraient plutôt au cas de tous les sons qui sont au-dessus de 500 Hz, quoi, on va dire. Donc tout ce qui est médium haute fréquence. Ok. Merci. T'as un exemple Deux. finalement à quoi ça ressemble dans une voiture électrique? Ouais. Tu veux poser une question? On va aller sur le lexique. Puisqu'il est là pour ça. Ah. Cette proxy. Je vais regarder si j'en ai un sur le côté. Il n'y a pas de réseau. Ah, en plus là je suis pas sur mon PC donc je peux pas le chercher sur mon PC non plus. Bon, bah j'ai pas de son. C'est. T'as pas internet? Je peux pas le. Il n'est pas connecté là. Ah là oui il est pas connecté. Attends, sinon je vais partager. Attendez, je vais me connecter à mon portable là, j'en ai pas. Ah oui mais il me faut le mot de passe. Il fonctionne. Ah oui, oui, Attends, mets ton Un peu câble. cassé, mais on va y aller. c'est mon ordi. Est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ah, vous avez déjà testé? Non, mais dans mon bureau, il y a Ah, attends, sinon je vais me mettre sur mon. C'est bon? Ah, c'était bon pour le. Ah oui, voilà. T'as le niveau là? Voilà, là, ça c'est un véhicule où on l'entend assez fort. Hop, là on l'entend un petit peu moins, il apparaît, il disparaît assez vite. Voilà, là on peut le réécouter justement. Est-ce qu'il a été isolé? Non, alors c'est pas tout à fait le même. Attends, c'est lequel là? Je me demande si il n'a pas été isolé. Bon là il a été assez. On l'entend pas comme ça dans la voiture. Parce que là il a été un peu. Ça c'est une simulation numérique. Mais juste du. Voilà, et souvent ce qu'on entend, c'est un peu les transitoires quand ils passent par des résonances un petit peu particulières. Donc en fait, c'est juste un son assez haute fréquence qu'on va entendre à certains moments. Un autre son qui apparaît aussi typiquement, c'est le son du hachage, qui est lui le son un peu lié à la batterie, qui va être un son encore plus haute fréquence et très électrique. Ouais, voilà. Bon là, évidemment, on l'entend pas du tout comme ça dans la voiture, mais c'est pour avoir le contraste entre les deux. Voilà. Et la particularité en fait de ces sons-là, ce qui les rend un petit peu difficiles à étudier, c'est qu'ils ont un peu ce côté, une fois qu'on les reconnaît, on n'arrive plus à les ignorer. Donc typiquement, ces sons en fait de sirénement ou de hachage, où là c'est pareil, il y a le sifflement électrique aussi qui est un peu dans le même type. Donc en fait, pourquoi ils ont des noms différents? C'est qu'ils ont des comportements légèrement différents. Quand on les entend la première fois, ils sont très difficiles à détecter. Une fois qu'on l'a entendu, en fait, ils restent un petit peu dans l'oreille de manière assez... Voilà, bon, moi je commence à avoir l'habitude, mais on l'entend un peu dans les hautes fréquences qui chantent un petit peu. Voilà, là il est exagéré pour l'illustration, mais voilà. Et donc c'est plutôt ce type de son-là qu'on va essayer de viser en fait avec ce type avec ces stratégies de masquage. Et le but en fait c'est d'ajouter juste assez de niveau pour rendre ces sons-là un petit peu les faire passer sous le seuil de la perception, ou alors les masquer dans un, voilà, pour les habiller, comme je pourrais prendre le terme que j'utilisais, dans un son qui est un petit peu plus adapté aux véhicules automobiles, aux véhicules électriques. L'un des sujets aussi qui pourrait être
suivre celui-là, c'est que la particularité aussi de ces sons-là, ce qui ressortait un petit peu dans les interviews, c'est que ces sons tels qu'on les entend, en fait, ils ne sont pas habituels dans un véhicule. Souvent, ils sont liés, par exemple, à la vitesse de rotation du moteur électrique, mais leur niveau sonore, il n'est pas vraiment corrélé à la vitesse du véhicule. Donc en fait, ça ne correspond pas à ce à quoi on a l'habitude. Par exemple, dans une voiture thermique, plus on va vite, plus le moteur fait du bruit et plus il est aigu. C'est un peu, voilà, c'est partagé par tous les utilisateurs, c'est un peu intuitif. Ça, dans les véhicules électriques, c'est des choses qu'on a moins. En fait, les moteurs électriques, ils vont justement être plus bruyants à vitesse faible, mais à couple élevé. Et donc, en fait, c'est des choses, des mécaniques un peu auditives auxquelles on n'a pas l'habitude. Et en faisant ces stratégies d'habillage, on pourrait imiter des comportements acoustiques auxquels les personnes sont déjà habituées. Mais donc, tout ça, en fait, ça rentre plus dans le domaine de la sonification plus que du design. Donc, c'est pour ça que je ne les ai pas tellement explorés dans ma thèse. Et voilà. Du coup, toi, ton approche, c'est le confort. Et je me demande quel est le lien avec, par exemple, le stress ressenti en conduisant. Ouais. Et est-ce que les stratégies qu'il a peuvent... Enfin, le proxy, c'est l'agréabilité. Est-ce que ça peut avoir un effet sur le stress, du coup un effet inverse, et ou sur la cognition? En gros, tu parlais de fatigue, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs qui montrent que tu te fatigues plus, même avec un masque? Alors, en fait, t'as pas beaucoup. Il y a une grosse sujet dans les véhicules autour de la fatigue, et il n'y a pas beaucoup de liens qui sont faits entre le son et la fatigue. Et les gens qui s'intéressent à ça, ils s'intéressent souvent à des variations au niveau qui sont bien plus fortes que ce que moi je fais. Donc en fait, dans la littérature, je n'ai pas trouvé beaucoup de gens qui répondaient à cette question-là de la fatigue cognitive, en quelque sorte, provoquée par un son ajouté à long terme. Et parce que, enfin, vu que tu parles de détournement d'attention, Ouais. ça pousse vachement dans le sens... Enfin, tu as l'impression que s'il faut soutenir ton attention sur la tâche de conduite, si tu rajoutes un masque qui a justement vocation à attirer l'attention, Ouais. ça va avoir un effet clair sur est-ce que tu es capable de rester concentré plus longtemps sur la route ou... Bah ouais, sûrement, mais c'est pas quelque chose que j'ai évalué directement, mais c'est une question que les gens se posent en fait. Ok. Et voilà. Et ensuite, pour revenir sur la question du stress, c'est pareil, en gros, j'ai pas trouvé, il n'y a pas énormément d'études en fait qui s'intéressent comme ça entre le lien entre le niveau sonore et le stress que va avoir un conducteur. Et donc, c'est pas des choses que j'ai explorées plus que ça pour le moment. Surtout que le niveau sonore qu'en fait qu'on ajoute un peu dans ces cas-là en fait, est assez faible. Et voilà. Ça crée peut-être pas une double tâche, quoi, l'effet de double tâche, Non. ce serait fatigant, Non, La sélection ne pose... Mais je sais que ces histoires de double tâche, c'est des choses qui, par exemple, c'est des choses qui sont un peu faites aussi dans le cadre de la sonification. Tu as des gens qui vont travailler sur la sonification des IHM, donc des interfaces homme-machine, par exemple sur le PC, l'ordinateur de bord de la voiture. Va y avoir un peu des aides auditives, par exemple pour t'aider à choisir le menu, donc notamment simplement le genre de son de validation qu'on appuie sur un bouton, des choses comme ça. Et ça permet de diminuer le temps alloué à la manipulation par exemple, de ton système de chauffage. Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu étudiées, mais dans ce cas-là, on est dans le cadre vraiment informationnel du son. Le son va te donner une information qui est juste un petit bip pour te dire que tu as bien appuyé sur allumer le chauffage. Donc comme ça, tu as une confirmation, tu passes moins de temps à regarder ton système de chauffage, plus de temps sur la route. Ici, on serait vraiment dans le confort, parce que même s'il y a un son de défaut qui est perçu, la personne, quand elle conduit sa voiture, ça peut lui occuper l'esprit, mais elle ne va pas chercher directement à modifier en conduisant le son. Donc c'est un peu pour ça que moi j'étais resté dans les questions très agréabilité, plus que gêne et fatigue. Mais ce serait quelque chose sur lequel faudrait répondre, ouais. Mais je ne sais pas exactement comment. Et notamment aussi, parce qu'évidemment derrière toutes ces questions de fatigue et de stress au volant, tu as besoin d'avoir des évaluations très contextuelles.
typiquement sur simulateur ou des choses comme ça. Moi, c'est des choses auxquelles je n'avais pas du tout accès, ni à l'IRCAM, ni à l'UTC, donc je n'ai pas trop pu évaluer. Écoutez, 2 heures de soufflement dans une voiture. Le truc, c'est qu'en fait, tu l'as, quoi. Enfin, dans certains véhicules électriques. Dans l'évaluation que j'ai testée, moi, c'était un sifflement qui était lié à une ventilation. Mais c'était un défaut qui était réel, quoi. C'est pas une situation artificielle, c'est une situation réellement enregistrée où tu as des fois ce défaut-là. Donc en fait, si quelqu'un roulait avec cette voiture pendant 4 heures en été, il aurait eu le sifflement pendant 4 heures, quoi. Mais... Dans ta première phase, la définition du lexique, tu as choisi de prendre des acousticiens. Est-ce que tu crois que tu aurais obtenu des résultats différents si ça avait été des personnes non sensibilisées, ou du moins en termes de vocabulaire, ou est-ce que Alors, des travaux là-dessus je pense que oui, enfin c'est même quasiment sûr. Il y a déjà eu pas mal de travaux sur les gens qui s'intéressent à la manière de décrire le son en fonction des différents backgrounds de chacun. Par exemple, voilà, un ingénieur son, il ne va pas parler du son de la même manière qu'un compositeur ou qu'une personne lambda. Pareil, entre les musiciens ou choses comme ça, des pianistes, ils vont avoir l'habitude déjà d'écrire le son, donc ils vont utiliser des termes que des personnes de tous les jours ne vont pas utiliser. Donc, a priori, dans l'automobile, ce sera la même chose. Si on demande à des gens de tous les jours de décrire le son du véhicule électrique, a priori, ils auraient sûrement moins de vocabulaire parce qu'ils ont moins l'habitude de travailler avec. Donc, oui, il y aurait sûrement des choses différentes. Et ce qui rend aussi difficile d'interviewer des personnes, on va dire, non expertes, c'est que du coup, ça peut rendre le travail d'interview beaucoup plus long et plus compliqué. L'intérêt un peu de ce type de méthode-là, donc comme c'est utilisé par l'interview, c'est qu'en fait, on va interviewer un faible nombre de personnes. Là, dans l'interview, j'en interview 12. Hop, je reviens, c'était où? Avec l'idée, en fait, que les personnes, elles ont... on va peut-être pas... avec l'idée qu'en fait, les personnes, elles ont déjà des compétences, et donc, en fait, il n'y a pas forcément besoin de la grandeur statistique pour avoir des résultats intéressants. Et l'idée, en fait, dans ces méthodes-là, souvent, ce que je veux dire, c'est ça, dans le travail qui a été fait dans le confort sonore des trains, il y a une méthode similaire qui a été appliquée. Et l'idée, c'est qu'en fait, à partir de ces premiers travaux un peu de qualité, on va pouvoir en déduire des hypothèses, un peu d'ailleurs comme ce que j'ai fait aussi, qui est, on va en déduire une hypothèse qu'on va cette fois-ci confronter à des personnes non expertes, où cette fois-ci, c'est la grandeur statistique qui va nous donner la réponse à l'hypothèse qui est issue d'un travail un peu plus qualitatif avec un nombre de personnes plus faible. Mais la question qui pourrait être intéressante aussi, c'est est-ce qu'on aurait eu le même lexique si au lieu d'interviewer des acousticiens de Renault en France, on avait interviewé par exemple des acousticiens de Maserati en Italie ou des choses comme ça. Et bon, ça c'est quelque chose évidemment que je n'ai pas fait, mais ce serait intéressant de voir un peu l'aspect attente ou culturel qui transparaît. Mais ça fait partie pour moi du principe de ce lexique-là, c'est qu'on a au final un outil qui est assez subjectif et qui traduit à un point donné, avec une population donnée, un environnement sonore avec des termes. Mais ce lexique-là pourrait complètement évoluer, notamment au bout de 10-15 ans. En fait, peut-être que des sons qui aujourd'hui sont au centre de la perception parce que c'est des défauts, d'ici 10 ou 15 ans, ils seront devenus complètement acceptés, ou alors ils auront évolué, auront complètement disparu, donc c'est pas figé du tout. Oui, oui, complètement, par nature. Non, j'avais des questions, mais elles ont déjà été posées sur la capture attentionnelle des sons, justement, et aussi sur la fréquence. En fait, je me suis demandé à un moment donné, ça rejoint ce que Jocelyne disait, le fait de multiplier les masques, en fait, à quel point ça n'allait pas créer un inconfort, en fait, derrière. Et aussi sur le confort, donc comme tu disais, c'est très subjectif. Mais le contextualiser dans la voiture, donc du coup, ça reprenait ce que tu disais toi, en fait, où ce qui peut jouer sur le confort, c'est la fréquence, en fait, d'apparition
du son. Donc ça me posait beaucoup de questions par rapport à ça. En fait, parce que là, tu isolais en fait les sons, mais est-ce que ce son-là pris isolément déjà, il est perçu comme désagréable? Mais est-ce que si tu le multiplies, il est toujours désagréable, ou un son agréable devient désagréable parce qu'il est fréquent en Ouais. apparition, ou est-ce que, j'ai plein de questions, hein, mais est-ce que si la fréquence d'apparition fait que le cerveau à un moment donné s'habitue au son et en fait le masque automatiquement en fait? Ouais. Pour moi, ce qui permet un peu, la stratégie que j'ai suivie, c'est de savoir si un son était agréable ou désagréable. Ça venait du travail un peu de lexique, justement. Et l'idée, c'était justement d'éviter de répondre à cette question en présentant le son seul. Pourquoi? Parce que si on présente juste un sifflement isolé à des participants, en fait, ça peut être difficile de savoir s'il le juge agréable ou désagréable, un peu en dehors de son contexte. Donc l'idée, c'était d'avoir cette réponse-là, a priori avec le lexique. Notamment parce que dans une voiture, il y a des sons qui peuvent être désagréables juste parce qu'ils vont faire penser à un défaut. Les sifflements, typiquement, c'est des choses qui sont généralement mal perçues parce que ça fait penser à un défaut d'isolation, ça fait penser qu'il y a un petit trou dans le véhicule, ou alors dans les véhicules thermiques avant, lorsqu'il y avait un sifflement très aigu, c'est souvent qu'il y avait une pièce qui grinçait, qui frottait, donc c'est perçu comme un défaut assez rapidement. Donc toute cette question de savoir ce qui est perçu comme un défaut ou pas, c'est un peu issu justement de ce travail de lexique-là. Ensuite, la deuxième question que tu disais, c'était par rapport à la superposition des masques. Moi, je pense qu'en effet, s'il y a trop de masques superposés, ça pourrait être un problème. L'idée, en fait, c'est que ces masques-là, ils soient plutôt uniques. A priori, moi, j'imaginais plutôt qu'il n'y aurait qu'un seul défaut, donc il n'y aurait qu'un seul masque, et qu'en fait, il serait là un peu en continu, comme le bruit du moteur avant. C'est-à-dire, on allume la voiture, le masque est allumé par défaut, le niveau ajouté par ce masque-là est à peine perceptible, et en fait, si à un moment le défaut apparaît, on n'est plus capable de l'entendre parce que le masque a détourné l'attention de celui-ci. Ok, donc c'était aussi une suite derrière, c'était comment tu opérationnalises ça dans la voiture. Mais du coup, je dis n'importe quoi, mais comment je sais quand mon cardan droit il est foutu en gros, parce que j'ai ce petit grincement-là, est-ce que ce masque-là il est capable de masquer un défaut qui pourrait être un défaut de sécurité, ou qui me dit tiens, peut-être que j'aille voir un garagiste parce que là, il y a un problème, quoi. C'est une bonne question. A priori, en fait, il essaierait. La manière dont ça a été pensé, dont je l'imaginais pour le moment, c'est que ce ne serait pas forcément adaptatif. Ce serait plutôt, lors de la conception du véhicule, on réalise qu'il y a un mode de résonance du moteur électrique sur telle fréquence. Donc, à 1500 Hz, c'est un bruit normal mais qui est désagréable. Donc, on sait que le masque va essayer de cibler ce truc-là. Si un son apparaît au cours de la vie du véhicule par défaut, il n'aura pas été vraiment pensé par l'ingénieur. Donc, a priori, on l'entendra toujours. Mais c'est une bonne question, c'est vrai que j'avais pas trop pensé, parce que, a priori, ça ne ferait pas complètement disparaître les sons non plus, quoi. Mais en fait, on pourrait imaginer un cas où il y a un son qui a un indicateur et que du coup, on n'entend plus. Ouais, et du coup, à l'inverse, là, c'est toi qui vois en fait la fréquence phonique en fait du son, etc. Et tu détermines ça a priori. Tu sais que chez Renault, c'est cette fréquence-là qui est là, chez Hyundai, c'est ça, etc. Est-ce que tu peux pas détourner ce que tu fais là en essayant de détecter automatiquement un son qui n'est pas normal et du coup qui pourrait remettre en cause la sécurité du véhicule? Tu vas détourner ça et non pas pour que la voiture détecte un bruit anormal en fait. Tu vois. Ouais. Si, je pense que ce serait possible, mais que voilà, je voulais revenir chez moi, mais que ce serait un peu loin encore dans le processus, parce que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y aurait tout un système de reconnaissance de son, reconnaissance de source. Parce que là, tu envisages une bibliothèque en fait de sons, c'est pas adaptatif en fait, c'est pas. Non, ce serait pas adaptatif. Là, c'est plutôt, on sait que dans un cas particulier, il y a ce défaut qui peut arriver. Voilà, là c'est un peu l'exemple que je prenais. On sait que le bruit de fond ressemble à peu près à ça, qu'il y a un défaut qui apparaît à une fréquence précise, et du coup, on construit des stratégies autour de ce son-là. Et ensuite, le masquage serait allumé pour masquer le défaut, parce qu'il a été connu. On va dire qu'il a été designé, pensé à l'avance, littéralement par des ingénieurs ou des designers, en se disant, OK, tel son, on va essayer de le masquer. Voilà.
imaginons maintenant que ce soit un son qui apparaisse en cours de vie du véhicule. Voilà, comme tu as dit, imaginons qu'il y a un défaut de joint de cardan, je ne sais pas, il y a eu un choc qui a fait bouger des pièces. La manière dont j'ai pensé le truc, c'est que pour le moment, ce ne serait pas adaptatif. Ce serait possible en fait. Pourquoi pas imaginer un masque un peu adaptatif, et à chaque fois qu'il y a un son tonal qui apparaît entre 500 et 1000 Hz, il se met en marche, peu importe l'origine. Pourquoi pas? C'est pas tellement ce que j'ai fait, mais ça pourrait exister, ouais. Enfin, mais ouais. J'ai une question qui est en lien avec ce que vous discutez là. En fait, quand il y a un défaut qui est identifié, là c'est par le constructeur, ce défaut sonore reste constant toute la vie du véhicule? Ça dépend les défauts, mais par exemple dans le cas du défaut un peu typique des bruits de moteur électrique, oui plutôt. Parce qu'on sait que par modélisation numérique, on va étudier le moteur, on sait que le moteur va une signature harmonique qui est donnée un peu par l'architecture de celui-ci, et que ensuite il va avoir des modes de résonance, des choses comme ça, et donc dans un véhicule précis, on sait que lorsqu'on est à 50 km/h, on arrive sur une fréquence de résonance, et donc une des harmoniques va ressortir, et ça c'est systématique. Donc ça peut-être bouger dans la vie du véhicule avec l'usure des pièces, mais grosso modo, c'est un peu structurel, quoi. C'est un mode de résonance ou c'est une harmonique qui ressort. Du coup, la suggestion de Christophe fonctionne. Il suffirait qu'il y ait un son. Si vraiment ces défauts sonores ne bougent pas au cours de la vie du véhicule, eh ben, un qui serait différent, qui apparaîtrait, serait détectable. Ouais. Enfin, moi, je le dis rapidement. C'est simple parce que j'ai pas le faire. Oui, alors par contre, tu sais, ta remarque de j'entends un bruit qui m'inquiète, ça c'est typiquement masculin. Moi, il n'y a rien qui m'inquiète tant qu'il n'y a pas un voyant qui s'allume. Je pense que oui, mais je suis pas hyper. Je crois que c'est déjà, mais je pense que. Ouais, parce que là. Détection de défaut par apparition de fréquence ou. Parce que. Là, ce que je me dis, c'est que, par exemple, si on reprend l'exemple un peu du moteur électrique, s'il y a une raie qui bouge un petit peu, c'est pas dit que ce soit nécessairement un danger ou un. Donc c'est pour ça. Donc nous, enfin moi dans le cas dans lequel je travaillais, c'est plutôt, on sait qu'il y a une raie qui est à cet endroit qui est perçue comme gênante parce que ça va créer un petit sifflement, comme on entendait un peu dans les sons tout à l'heure, on entend juste un petit qui apparaît un moment, et ce son-là n'est pas spécialement agréable. Comment on fait pour le faire disparaître ou alors l'habiller ou choses comme ça? Est-ce que si ce son-là est légèrement plus fort que d'habitude, il est décalé de 10% dans le spectre ou je sais pas quoi, est-ce que ça c'est un risque ou un défaut? Là on retourne un peu au côté acoustique plus que design sonore. On est vraiment dans le cas, ça veut dire qu'il y a un roulement qui a bougé ou je sais pas quoi, enfin. On revient dans le côté mécanique, un peu mécanique acoustique que dans le côté perception. Et donc, j'ai pas tellement travaillé dessus. Et je pense qu'en effet, je sais qu'à Renault, ils avaient des projets comme ça de détection de défauts avec les sons. Je sais pas si ça marche si bien que ça. Mais voilà. Ouais. J'ai une question. Je suis pas du tout chercheur, donc c'est probablement n'importe quoi, mais c'est plus sur le confort en règle générale. Parce que j'ai un collègue qui travaille sur le confort d'assise. Et en fait, il ne travaille pas sur le confort d'assise, il travaille sur l'inconfort d'assise. Ouais. Il dit toujours le confort, c'est beaucoup trop subjectif. L'inconfort, c'est un peu plus objectif. Et je me dis que là, surtout, on parle de sons qui de base sont pas confortables et tout le monde préférerait faire sans. Est-ce que ça ne ferait pas plus sens d'étudier l'inconfort, de réduire l'inconfort, plutôt que d'essayer d'augmenter le confort? Non, en fait, c'est une super question parce que c'est complètement l'un des sujets qu'il y avait au tout début de ma thèse qui était qu'est-ce que c'est que le confort sonore, sur quoi on travaille exactement. Et tu avais un peu ce truc-là qui est… en fait, tu as pas mal de résultats de recherche qui montrent que justement l'opposé de l'inconfort, c'est pas le confort. Et qu'en fait, l'opposé de l'inconfort, c'est plutôt un état neutre. Et tu as un peu ce truc-là. Souvent, quand tu as une situation qui est inconfortable, les gens vont essayer de modifier les choses pour changer ça. Si on prend un siège, ou alors si on prend un peu l'exemple du sifflement, tu es dans une scène, dans un véhicule électrique, il y a une situation inconfortable qui apparaît, il y a un petit bruit de sifflement, on va essayer de fermer les fenêtres, on va essayer de le régler. Une fois qu'on a réglé ça, en fait, on arrive dans une situation neutre, où on est en accord avec ce qu'on est. Mais on n'est pas encore dans la situation de confort.
pour être dans une situation de confort, il faudrait un élément en plus qui est justement souvent l'agréabilité ou alors la cohérence avec les attentes ou des choses comme ça. Il y a un élément un petit peu en plus que le stade de non inconfortable. Et c'est un peu, donc là, je n'avais pas développé plus que ça cette notion-là au début de cette présentation parce que ça ne me semblait pas clé aujourd'hui, mais c'est un peu ce qui m'intéressait aussi aujourd'hui avec les tests que j'ai faits. C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive simplement à faire disparaître le défaut et on arrive dans une situation neutre qui contente les gens, ou est-ce qu'on arrive à ajouter quelque chose d'agréable qui nous fait passer dans la situation confortable? Et donc, il y avait cette question-là. Est-ce qu'on travaille sur l'absence d'inconfort ou est-ce qu'on travaille sur l'inconfort? Moi, j'essaie plutôt ici de travailler sur le confort. Pourquoi? Parce que j'essaye d'ajouter des sons qui vont améliorer l'agréabilité, en plus de supprimer un élément gênant ou inconfortable. Mais c'est une très bonne question, quoi. Enfin, parce que voilà, dans les gens qui travaillent sur le confort, ils font cette distinction-là, que j'ai aussi fait au début de ma thèse, mais que je n'ai pas présenté ici. Là. Alors, je suis déçu parce que tu aurais pu dire que tu as un collègue pas très loin de toi qui travaille sur l'inconfort psychologique avec prise en compte du stress et de l'anxiété et des émotions, quoi. Mais bon, après... C'est pas grave. Tes conclusions et peut-être que c'est ça que tu Ouais. parles de... Je suis dans toutes les réunions de ce projet, c'est pour ça. D'intégrer tout ça en contexte, peut-être avec un simulateur ou autre. Je me demandais si j'étais pas dans la veille. justement, entendre tous ces bruits, ou ces sons, ces ambiances sonores dans un tout autre contexte que dans un habitacle de voiture, ça peut être aussi intéressant à tester pour voir si justement l'inconfort ou le confort est différent en fonction de si c'est dans un véhicule, par rapport à un seuil de tolérance qui serait plus ou moins variable. Moi, ce que j'imaginais déjà, c'était simplement de voir est-ce que les jugements d'agréabilité, par exemple, ils bougeraient si c'est en voiture ou pas. Typiquement, dans les sons, donc là, je ne vous ai pas écouté un peu tous les sons qui ont été designés, qui ont été créés, il y en a qui ont un peu des composantes un peu mécaniques, quoi, qui sonnent un peu mécaniques. Et je me dis, peut-être qu'en écoutant ça au casque, quand on écoute 150 sons à la suite les uns des autres, quand tu as un son qui sonne un peu mécanique ou un peu, je sais pas, un peu trop dynamique, en fait c'est peut-être désagréable, alors que dans une voiture, si on y passe 10 minutes, déjà j'ai rien qu'à voir cette étude voiture versus cabine, ce serait intéressant. Et ensuite, je pense que complètement, on pourrait étendre la question encore plus loin. Est-ce que c'est la même chose si on écoute ça dans un monospace familial ou dans un petit roadster sportif? Est-ce que c'est la même chose si on écoute ça dans un ascenseur ou dans un supermarché? Enfin voilà, donc on pourrait aller plus loin. Intuitivement, j'ai envie de dire évidemment que ça va changer. Et c'est là où on arrive aussi un peu à l'une des difficultés de ce sujet-là, c'est qu'on est vite lié à la question de la création. Donc on a besoin aussi de travailler avec quelqu'un avec un designer qui comprend un peu le sujet, qui arrive à faire les choses bien et qui est l'un des gros verrous ou des difficultés de travailler sur un sujet comme ça. C'est aussi pour ça que ça me semblait hyper important de présenter et de travailler sur cette notion de lexique et de discussion du son, parce qu'en fait, l'idée à terme, à mon avis, pour que ça marche bien, c'est aussi que le designer sonore ou le compositeur sonore, ils comprennent entièrement la scène sur laquelle ils travaillent pour proposer la même solution. Et pour moi, c'est un peu ça qui permet de passer d'une scène neutre à une scène agréable. C'est quand le son est réellement réussi. Mais c'est complexe, quoi. Mais ça me semble impossible d'avoir un son magique qui marcherait dans toutes les situations, quoi. Sinon, ça m'étonnerait, quoi, disons. Mais voilà. Je te pose une question un peu plus générique. Est-ce que tu penses que le fait de se réduire à juste réduire dans le sens où ton travail est réduit, mais est-ce que tu penses que le fait d'avoir pris en compte que la sensorialité auditive et de ne pas avoir forcément le visuel ou la proprioception ou même le tactile, est-ce que tu penses que si jamais c'était fait, ça pouvait modifier tes résultats et tes travaux? Est-ce que le fait de
souvent, moi j'ai l'impression qu'un son, quand il est isolé, qu'on ne sait pas d'où il vient, etc., il est peut-être un peu plus désagréable que si jamais on sait qu'on est vraiment dans une voiture, etc. Est-ce que le fait de rajouter par exemple du visuel à tes sujets qui ont plus la pression, comme dans un simulateur ou dans une voiture, l'impression d'être dans une voiture, est-ce que ça peut modifier cet inconfort, du coup ce confort peut-être auditif? C'est très, très général comme question. Je sais qu'il y avait déjà des gens qui avaient comparé un peu des tests comme ça, perceptifs, où ils évaluaient juste au casque et d'autres personnes évaluaient au casque plus image. Okay. Et sur des... et tu n'avais pas de différence tellement entre les deux modalités. Pour moi, là où ça peut jouer, c'est que ça dépend aussi un peu de ce qu'on évalue et de ce que je disais un peu avec cette notion de confort, vu que c'est un peu haut niveau comme manière d'évaluer. Je pense que ça pourrait commencer à changer. Moi, je pense que la différence, elle apparaîtrait sûrement entre l'évaluation in situ et l'évaluation en cabine, qui est très décontextuelle. Ensuite, je pense qu'en cabine, entre des gens qui aient, par exemple, une image de la voiture et ceux qui n'auront rien du tout, je pense qu'on n'aurait pas eu beaucoup de différence. Mais... Je me posais cette question parce que je pensais, par exemple, je faisais la différence dans ma tête entre simulateur et conduite en situation réelle. Je suis jamais montée dans une voiture autonome, mais je sais pas, le vent ou la pluie, par exemple, je suppose que ça joue dans la perception sonore dans l'habitacle. Est-ce que du coup, ce confort-là, si jamais il y a de la pluie et qu'on voit la pluie, est-ce que tout ça, est-ce que cette notion de confort, elle compte, est-ce qu'elle est toujours aussi perceptible, en tout cas, dans une situation réelle avec du bruit environnement et même du contexte visuel qui peut-être modifie la perception globale de ce qui est en train de se passer pour l'individu? S'il y a de la pluie ou des choses comme ça, c'est sûr que ça va modifier, parce qu'en plus, ça fait du bruit. Ensuite, le visuel est... je sais pas exactement comment ça pourrait modifier... Je sais pas, je pense qu'au simulateur, ça pourrait être intéressant de voir entre des gens qui sont au simulateur écran noir et là où tu as un simulateur un peu plus complet. Je sais que les études que j'avais vues qui comparaient un peu les deux, c'était plutôt juste avec une présentation d'images, quoi. C'est-à-dire, c'était par exemple, tu évalues, je crois que c'était dans des paysages sonores, donc un peu l'agréabilité d'un parc ou comment on appelle ça, comment tu perçois le parc, le son du parc, et photo versus pas de photo. Dans le cas de la voiture, vu que c'est dynamique et tout, ça changerait sûrement. Je ne sais pas exactement comment ça changerait tout ça. Mais c'est un peu méta comme question, mais... Je dirais que si tu as du visuel, ça réduit l'attention auditive. Ouais. Les aveugles ont une meilleure attention auditive que les voyants. Pas forcément. Et du coup, ça aurait peut-être moins d'effets. Toutes tes comparaisons, elles étaient relatives là. C'est-à-dire que peut-être que tout serait plus désagréable ou moins désagréable. Ouais, c'est vrai. Mais là, ça reste. T'as quand même un sifflement plus désagréable que l'autre. Qu'il y ait l'image ou pas, est-ce que ça changerait? Ouais. Que des comparaisons. Oui, moi c'est relatif. À chaque fois c'est relatif, ouais. Oui, mais bien sûr, je jugeais pas du tout. Non, mais je jugeais pas du tout ton travail. Je te demandais si tu avais une idée de est-ce que la multimodalité pouvait potentiellement. Est-ce que tu penses que ça pourrait potentiellement changer la. Par contre, ensuite, je pense que ce qui change beaucoup, c'est aussi la localisation des sources. Donc là, on reste dans le domaine acoustique, mais un peu plus contextuel. Ici, les tests qui ont été faits au casque. Donc les sons qui ont été faits en mono. En gros, donc le sifflement, on l'entend en plein milieu. Il n'y a pas vraiment. Alors que dans la vraie vie, typiquement. Quand j'avais commencé à préparer l'expérience in situ qui n'a jamais été faite, on était retourné dans le véhicule qui avait le sifflement. Et là, par contre, on entend bien que le sifflement, il vient de la grille de ventilation à droite. Les systèmes son, ça dépend de la gamme de la voiture, mais tu entends les haut-parleurs dans les portes. Et donc, en gros, là, il y aurait eu une problématique de localisation. On n'est pas encore dans le multimodal, mais on est déjà dans quelque chose de plus contextuel. Plus complexe, okay. Et là, ça me semble un peu plus évident que ça aura un impact, notamment en plus parce que la perception de niveau sonore, elle peut aussi dépendre de la capacité qu'on a de localiser un son. Mais voilà. Ensuite, est-ce que la multimodalité aurait changé? Là où j'ai envie de dire un peu non aussi, c'est qu'en fait, c'est vrai que, comme soulignait Baptiste, moi j'avais un peu une approche comparative, c'est-à-dire je compare un cas où il y a un défaut versus pas de défaut, un cas où il y a un défaut avec un masque A versus un masque B. Donc quelque part, si on fait de la multimodalité,
il y aurait, par exemple, voilà, imaginons que, comme tu dis, il y a de la pluie, ou alors on a un circuit en voiture. Est-ce qu'on a le même circuit dans les deux ou pas? Est-ce qu'on a la pluie dans les deux systèmes ou pas? Et est-ce que ça ferait vraiment sens de comparer les deux modalités différentes? Oui. Non, mais je me doute bien que c'était pas du tout le travail, enfin c'était pas Non, forcément non, le travail mais de ta thèse, c'était vraiment ce que tu en pensais et quelle était ton avis. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais Merci. ouais. Bah, je sais pas trop. Je pense que ça aurait un peu un impact, mais j'aurais pas du tout l'idée de ce qui changerait. Moi, je pense que ce qui change vraiment, c'est le cas où la personne qui est évaluée est acteur ou passif, quoi. Est-ce que c'est lui qui vraiment conduit le véhicule un petit peu, c'est une situation réelle, et dans ce cas-là, le son, il l'entend en plus de faire autre chose et tout ça, ou est-ce qu'il est juste dans une cabine assis où son seul objectif, c'est d'écouter, et il écoute un peu comme, voilà, de manière passive, juste pour répondre A ou B, et que là, par contre, on est dans un mode un peu d'écoute un peu différent. Il y en a un où on est une écoute vraiment active, l'autre où on écoute de manière un peu passive en conduisant. Ça rejoint les questions sur la capture attentionnelle du son. J'ai une réunion, je devais y aller. Ouais. Comment tu peux faire pour t'assurer en fait, que tu n'animes pas en fait, un son extérieur qui peut être important, personne de trottinette ou... Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen par rapport au confort dans la voiture, dans l'habitacle? Merde, je vais dire une connerie là, faut bien enregistrer. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen, en fait, est-ce que le plus inconfortable dans une voiture, c'est le bruit du moteur qui fait un léger sifflement, voilà, ou est-ce que c'est les enfants derrière qui font un peu le bordel, quoi? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'annihiler le son qui vient de derrière? Alors, c'est vrai que là, on n'était pas sur les sons des enfants ou des trucs comme ça. Je m'en vais Mais au final, les sons sur lesquels je travaillais, c'était des sons, on va dire, assez faibles en niveau. Donc, je pense pas qu'on aurait la puissance de masquer un son aussi important que quelqu'un d'autre. Mais ouais. Ensuite, ouais. Mais voilà. Mais pour le son extérieur, tu vois, pour les fréquences sur les trottinettes ou les trucs comme ça, en fait, il faut juste faire attention de ne pas toucher des fréquences de son qui sont importantes pour l'extérieur et pour la sécurité. Ouais. En fait. Ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'en fait, ça, c'est des choses un peu que j'avais mis de côté, dans le sens où le masque que j'imaginais rajouter, c'est quelque chose, en fait, d'à peine perceptible, quoi. On l'entend un petit peu. Là, en fait, dans les extraits que je vous ai fait écouter, à chaque fois, je booste un petit peu pour que ce soit manifeste lors de la présentation. Si je vous fais passer le test en réalité lorsqu'on écoute au casque, en fait, il y a des cas où la différence entre avec masque et sans masque est assez faible, quoi. Mais c'est pertinent comme remarque et je l'avais pas anticipé comme truc, en me disant. Mais le simulateur. Mais voilà. Ouais, bah merci à vous.